Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. Deuxième rendez-vous de cette semaine, troisième rendez-vous des playoffs, puisque nous allons aujourd'hui faire la preview du Divisional Round. On vous rappelle que le dernier podcast, celui qui est paru mardi, revenait sur l'ensemble des matchs de Wildcard. Vous pouvez toujours l'écouter, il est bien sûr toujours disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Aujourd'hui, c'est la preview du Divisional Round, 4 matchs à voir, ça se resserre, les taux se resserrent, bientôt nous connaîtrons l'affiche du 59e Super Bowl, mais nous n'en sommes pas encore là, il nous reste encore 2 semaines avant de connaître les deux équipes qui se battront à la Nouvelle-Orléans pour le titre suprême. Pour être avec moi pour ces previews de ces 4 matchs du Divisional Round, c'est Seb qui est avec moi. Salut Seb, comment tu vas ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Et bien oui, comme tu le disais, 4 matchs qui nous attendent ce week-end, 4 défis, dont d'ailleurs quelques-uns pas piqués des hannetons, comme dirait ma grand-mère. On va regarder ça un petit peu ensemble, faire un état des lieux. À la loupe. Et avec nous aussi notre Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas ? Bonjour Seb, bonjour Flav, bonjour à tous les auditeurs. Eh bien écoute, pour le coup, ça va bien. Comme l'a dit Seb, on est sur les 4 matchs et puis après les 2 autres matchs en AFC et en NFC Conference Championship qui vont être les plus intéressants pour moi parce que là, on commence à avoir la crème. Les wildcards, c'était le tour de chauffe pour certains, on l'a bien vu. Là, c'est fini le tour de chauffe, on attaque le sérieux. Et on a décidé de vous faire un podcast, 100% de gens vraiment compétents pour ces playoffs, puisque aucune de nos franchises n'est qualifiée, ni même en Divisional Round, mais ne l'était même pas en playoff. On rappelle que entre nous trois, l'équipe qui a le mieux réussi a terminé avec 6 victoires en saison régulière, ce qui ne donne quand même pas cher de nos franchises. À nous 4, on n'arrive même pas aux Chiefs, je veux pas dire. C'est quand même triste. On arrive aux Vikings, on n'arrive pas aux Chiefs. Ça laisse rêveur. C'est beau. C'est là que vous voyez qu'il y a une équipe de spécialistes qui est en place. Mais tu vois, nous, en plus, les Giants, on fait encore mieux. C'est-à-dire qu'on joue très mal, mais en plus, on fout le bordel intégral dans l'organisation. Tu vois, donc en final, c'est génial. On a laissé nos fans des Chiefs à la maison. Ils sont au chaud, ils se reposent pour ce week-end parce qu'il faut vous le rappeler en ce début d'émission. Il y aura non pas un mais 2 lives, on peut vous le confirmer sur Twitch. Alors il y a même une nouveauté, c'est sur Twitch, sur YouTube et sur TikTok. Il y aura 2 lives, pardon, pas 3, 2 lives. Un samedi à 22h30 pour le match entre les Chiefs et les Texans. Ce sera avec Seb, ce sera avec Jean, avec Raph notamment, et dimanche à 21h, le match entre les Eagles et les Rams. Ce sera avec Jean, une nouvelle fois, avec Vince, avec moi-même. Il y aura même Charles qui devrait passer une tête pendant le live, comme quoi, vous voyez, il y a du talent chez TF1. Bon, on commence ces previews du Divisional Round avec, donc, on va faire par chronologique, le premier match qui nous intéresse, samedi à 22h30. Je vous le rappelle, commenté en direct sur Twitch, ce sera le match entre les Chiefs et les Texans. La tête de série numéro 1, les Chiefs de Kansas City, en quête de leur triplé historique, vont affronter l'une des équipes un peu surprises de ces playoffs, même s'ils étaient déjà là l'an dernier au même stade de la compétition. C'est pas forcément l'équipe qu'on attendait le plus. Un match entre les Chiefs et les Texans, ça nous rappelle des souvenirs d'un match de playoff absolument incroyable il y a quelques années avec 51 points marqués par les Chiefs. Mais là, on s'attend peut-être à un match un peu plus défensif. Tu rappelais ce match de 2019, un match de wildcard, en effet, remporté 51-31 par Kansas City, qui avait été mené largement 24-0 en deuxième quarter, mais les Texans... Mais qui menaient à la mi-temps, si je me souviens bien. C'est possible, il faudrait que je retrouve... Il me semble que les Chiefs menaient 28-24 à la mi-temps, alors qu'ils étaient menés 24-0 à 10 minutes de la mi-temps. C'était un truc de ce genre-là, je crois. Toujours est-il que les Texans de 2024 plus exactement, ne sont pas ceux de 2019. Un match qui s'annonce peut-être défensif, oui, en effet, puisque on sait que c'est a priori le point fort des 2 clubs. C'est d'ailleurs grâce à sa défense, on peut le dire, que Houston a survécu au premier tour face à Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles. Leur attaque a eu du mal à se mettre en route. Il a fallu attendre la fin
du deuxième quart-temps avant de la voir vraiment produire du jeu, et de quelle façon, hein, puisque très très long drive d'ailleurs, de plus de 80 yards et je crois de 13 jeux pour ouvrir le score pour leur part grâce à leur attaque. Mais c'est grâce à la défense qu'ils ont tenu le coup. Cette défense, elle a intercepté Justin Herbert 4 fois, dont une fois pour un pick six, alors qu'il avait lancé 3 interceptions pendant toute la saison. D'ailleurs, il en a profité pour poster le pire rating de sa carrière, à 13 points de rating. Et puis, il y a aussi des équipes spéciales qui ont bloqué un punt et relancé un extra point pour marquer 2 points. Et cette défense, elle a également muselé le jeu au sol des Chargers, puisque ce jeu au sol, il a été limité à 50 yards pour 2,8 yards par portée. Cette défense, elle sort pas de nulle part. Elle est quand même 4e en sac de la ligue et 4e également en matière de ballons volés. Et donc, c'est elle qui a donné le temps à Stroud et à l'attaque de trouver leur rythme et de se mettre en place. Et puis, il faut rappeler que Houston et Kansas City, ils se connaissent aussi bien parce qu'ils se sont déjà rencontrés il n'y a pas très longtemps, en week 16. Et ce jour-là, eh ben, cette défense, elle n'a réussi qu'un seul sac et elle n'a provoqué aucun turnover. Alors, leur pass rush est redoutable à ces Texans. Hein. Daniel Hunter a un win rate de pass rush, c'est-à-dire un taux de victoire sur ses tentatives de rush de 26%. Will Anderson, 25%, c'est à peine plus bas. Et c'est sans doute ce pass rush qui peut être la clé pour Houston, d'autant que la ligne offensive de Kansas City, elle est quand même sous le feu de pas mal de critiques cette saison. Est-ce que ça suffira ? Ça, c'est une autre question. Justement, c'est la question que j'allais poser à Bertrand. Effectivement, est-ce que c'est pas là la clé pour les Texans, réussir à mettre la pression sur Patrick Mahomes? On sait que le jeu de course des Chiefs est un petit peu en difficulté cette année, n'est pas aussi performant que dans d'autres prétendants au Super Bowl. Je pense notamment aux Lions de Détroit. Patrick Mahomes, il sera au rendez-vous des playoffs. J'ai quasiment aucun doute là-dessus. Travis Kelce sera au rendez-vous. Bref, les Chiefs vont monter d'un cran offensivement. Ça, c'est à peu près une certitude. Mais cette ligne offensive, comme l'a dit Seb, elle pose quand même des questions depuis le début de la saison. On a vu un Patrick Mahomes, notamment, je pense au match contre Denver, qui a été quasiment constamment mis sous pression. Je parle du premier match de la saison, hein, pas de celui avec les remplaçants. Mais le premier match, il avait été mis quasiment sous pression. Est-ce que c'est pas là la solution quand on connaît le talent du pass rush de Houston? Mettre Patrick Mahomes sous pression, sous l'été noir, pour se donner une chance de réaliser ce qui serait l'un des plus gros exploits de ces dernières années en NFL. Ah bah, là, tu as très bien résumé. De toute façon, on va dire les tenants et les aboutissants d'une telle rencontre, puisque on sait très bien que toutes les équipes qui sont là, de toute façon, sont des équipes où il faut commencer à chercher les petits défauts et pas les gros défauts comme on pourrait avoir dans les 32, enfin, on va dire les 28 ou 26 autres franchises de la Ligue. On sait ce que c'est, nous, les gros défauts. Hein, ouais. Oui, niveau gros défauts, on se place là, hein, pour le coup. Il n'y a pas de problème. Et donc, au final, oui, le pass rush va être un élément clé, parce que tout le reste de l'équipe des Chiefs est bien équilibré dans son ensemble. On sait que Steve Spagnuolo a bien préparé son équipe de nouveau, et ça, on en est certain, il n'y aura pas de gros couacs au niveau défensif, au niveau du jeu défensif. Il sait comment il va falloir attaquer cette rencontre. Et au niveau de l'attaque, Andy Reid a fait de toute façon son plan de jeu habituel, et ça fonctionnera quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est sûr et certain, si on recherche bien dans les éléments qui peuvent être susceptibles de faire plier cette équipe, ça reste la ligne offensive avec un Patrick Mahomes qui, de toute façon, on l'a bien vu, il a même eu une blessure assez récemment à la cheville. On s'est même demandé comment il a pu faire pour revenir aussi facilement et aussi rapidement. En tout cas, c'est sûr que c'est l'élément qui fait que les Chiefs ont une possibilité en tout cas, de rompre, de plier et de rompre. Maintenant, il va falloir aussi profiter pour les Texans, en tout cas, à partir de là, de récupérer le ballon et de bien
bien conserver le ballon et de bien s'en occuper pour ne pas le rendre trop rapidement aux Chiefs, parce que ce sera ça aussi le problème, c'est que si le ballon est rendu trop rapidement aux Chiefs, ça va peut-être passer une ou deux fois au travers des mailles, mais à un moment donné, ça finira par ne plus payer. On peut dire aussi, juste une petite anecdote, parce que Seb est notre champion des stats, mais pour le coup, Patrick Mahomes, ça fait 6 fois qu'il est en divisional round, et 6 fois qu'il passe, et ça fait partie des records historiques de la Ligue à ce niveau-là. Donc, comme tu as dit, on n'a pas de doute que notre ami Patrick Mahomes sera au rendez-vous. Je serais tenté de te dire que les gens peuvent consulter des statistiques plus détaillées dans un excellent article qui a été écrit sur The Free Agent par moi-même. Exactement. Qui s'intitule, si vous voulez le retrouver, qui s'intitule Divisional Round, Patrick Mahomes, le maître ultime. Voilà, c'est effectivement 6 victoires, aucune défaite, plus de 70% de passes complétées par Patrick Mahomes, 1813 yards, 16 touchdowns lancés, aucune interception en wildcard, en Divisional Round pour Patrick Mahomes, et 6 victoires, aucune défaite. Ça pourrait être la 7e fois consécutive que les Chiefs iront en finale de conférence, ce qui n'a été fait qu'une seule fois dans l'histoire. C'était avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui avaient réussi 8 fois à aller de suite en finale de conférence. Donc voilà, ça pose un petit peu le personnage. On est d'accord avec ça, Seb. Il y a aucun doute sur le fait que Patrick Mahomes va élever son niveau de jeu dès que les playoffs vont arriver. Mais ça me semble être une telle évidence. Je le dis depuis. Voilà. Pourtant, je ne suis pas pro Chiefs, mais alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord, parfait. Je sais que je ne suis pas pro Chiefs, mais ça me paraît une évidence. Je le dis depuis tellement le début de la saison. Cette équipe en attaque, elle joue avec le frein à main. On va voir. On a une petite coupure réseau. Ce qui est certain pour compléter ce que dit Seb, c'est qu'à mon avis, à part le fait de se remettre en route d'une si longue absence après quelques semaines sans avoir joué, ça, à mon avis, tu vas aller mettre le doigt dessus à un moment donné, on a quand même une équipe qui est habituée à ces joutes de playoffs et qui, par rapport à d'autres équipes, comme je dirais un peu les Vikings, qui ont entre guillemets découvert avec Sam Darnold les playoffs récemment, c'est pas l'équipe qui va se faire surprendre à ne pas suivre le rythme, ou en tout cas à ne pas démarrer son match. Alors, elle risque de, sur les premières minutes du premier quart-temps, avoir plus de difficultés à se mettre en route, mais je pense qu'inévitablement, à un moment donné, le rythme va se retrouver de nouveau et la machine Chiefs se mettra en route. Voilà, c'est peut-être le seul élément pour le moment qui est on a déjà vu, notamment sur le, je pense ça. Alors, Mais non, il y a Seb alors Seb ne nous entend plus, je crois. Et donc, du coup, par intermittence, nous on l'entend. Alors, on essaye de le prévenir gentiment que nous ne l'entendons plus. Mais voilà, on va régler ce petit souci technique. Et oui, c'est ça, de faire des podcasts d'un bout à l'autre de la France. Charles, si tu nous entends, n'hésite pas à louer un studio dans les prochains mois, histoire que nous puissions être tous sur la même longueur d'onde, si j'ose dire. Mais nous allons retrouver Seb dans le courant de ce podcast. Non, mais t'as raison, Bertrand. Il y a cette vraie question de cette longue absence sur le terrain, finalement, des titulaires, parce que c'est quand même plus de 20 jours sans jouer. J'aime à croire qu'Andy Reid sait très bien ce qu'il fait et qu'il ne fait pas ça au hasard, mais quand même, ça fait une absence qui peut poser question. Ah oui, de toute manière, tous les champions, toutes les grandes équipes, au moment de redémarrer et de rattraper du rythme, le rythme des entraînements n'est pas le rythme d'un match. Donc inévitablement, il y aura toujours ce petit temps d'adaptation. En plus, moi, ce qui me fait craindre un peu, c'est pas le volume de joueurs capables de pouvoir répondre présent, puisque même si on a Mecole Hardman qui est blessé, Sky Moore, Rashee Rice, voilà, quand même des noms assez importants à la réception, on a quand même des joueurs comme Xavier Worthy, DeAndre Hopkins, Hollywood Brown, Juju Smith-Schuster, voilà, des joueurs qui peuvent prendre le relais. Hollywood Brown revient d'une grave blessure et puis il revient au bon moment parce que lui, il est frais et pourra apporter aussi en complément. Mais ce que je veux dire, c'est pas le volume de joueurs. Je dirais, c'est l'impact tout de suite que tu vas avoir dès le début du match. Si les Texans sont motivés, on risque d'avoir peut-être une petite surprise. Et on sait que si on démarre mal le match, s'il commence à y avoir 2 touchdowns d'écart, ça peut vite tourner en la faveur de l'équipe. Maintenant, il y a je vais aborder le sujet, mais je pense
je dis peut-être trop vite dans l'émission, mais il y aura le facteur aussi météo qui va inévitablement, à un moment donné, rentrer en ligne de compte. Oui, non, c'est sûr, c'est absolument certain. Alors, après, ces Chiefs aussi, il y a une question d'expérience. On a quand même, on l'a dit, possiblement une 7e qualification en finale de conférence. À côté des Texans, certes, ça reste une équipe qui était déjà en playoff l'an dernier, mais c'est une équipe qui est toujours jeune, qui a perdu aussi des armes importantes dans son jeu de passe. Lors de cette saison, puisqu'on a parlé de Stefon Diggs qui est absent depuis un petit moment. Tank Dell aussi qui s'est blessé gravement. D'ailleurs, c'était lors du match face aux Chiefs en saison régulière. Voilà, tout ça fait que on se retrouve avec un Joe Mixon qui fait ce qu'il peut à la course, qui fait des prestations tout à fait honorables. Les Texans, s'ils ont un défaut aujourd'hui, c'est peut-être leur ligne offensive, qui est pas forcément la plus exceptionnelle de toute la ligue, ce qui pose des problèmes pour mettre en place un jeu de course efficace, mais ce qui pose aussi des problèmes dans la protection de CJ Stroud, qui a été quand même le 2e quarterback le plus saqué de la ligue depuis le début de la saison. Oui, et puis là, c'est vraiment un revers de fortune par rapport à l'année dernière où on avait une équipe qui était quand même... c'était explosif offensivement l'an dernier. Ah ouais, c'est ça, enfin, régulièrement, on a ces équipes qui réussissent bien une année et qui sont surprenantes, et puis les équipes s'ajustent au niveau de l'équipe. Les vidéos des tapes et des matchs sont analysées, et inévitablement, les jeux sont connus, et donc il y a beaucoup moins de surprises. Mais malgré tout, ces équipes-là, en règle générale, restent performantes tout au long de la saison suivante. Moi, j'ai trouvé que, pour le coup, il y a eu des résultats, 9 victoires, on est bien d'accord, sur 17 matchs, mais j'ai trouvé une équipe beaucoup plus en dedans. Alors, on mettra en avant les blessures, bien évidemment, Tank Dell et consorts, mais j'ai quand même trouvé une équipe beaucoup plus en dedans, où il y a moins d'effets de nouveauté de la part des Meko Ryans, leur coach, et au final, un CJ Stroud qui s'est un peu embourbé avec les éléments que tu as précisé aussi, une ligne offensive beaucoup moins performante et inévitablement donc des brèches qui ne sont pas ouvertes, et pour Dameon Pierce et pour Joe Mixon qui a rejoint récemment la franchise. Donc au final, on a une franchise qui, bon an mal an, avec tous ces éléments perturbateurs qui ont pu arriver, a eu les résultats que l'on a eu, mais de manière surprenante quand même. Je m'attendais à ce que ça soit peut-être moins spectaculaire, mais que ce soit toujours aussi quand même efficace, surtout le niveau de Stroud. Alors, quand on a discuté d'une possible, entre guillemets, MVP l'année dernière pour ce joueur. Donc on passe quand même de l'un à l'autre très facilement. Donc Ah oui, ça va vite en NFL. C'est ça qui est beau. Alors, on l'a pas encore mentionné. Juste une dernière petite information. Si vous ne l'avez pas vu, là aussi, il y a un article sur The Free Agent qui a été fait. Il y a des conditions climatiques qui vont être aussi particulières dans ce match-là. On attend aux environs de -5, -10 degrés, avec une température ressentie au-delà des -10 degrés pour cette rencontre. Alors, rien de très étonnant à Kansas City au mois de janvier, j'en conviens, parce qu'on va nous dire oui, c'est l'hiver, il fait froid, oui, d'accord. Non mais alors ça, c'est très bien, on a compris, mais on suit la NFL depuis assez longtemps pour savoir qu'il fait froid à Kansas City en hiver. Il y a pas de ça, on tombe pas des nues. Ce qu'il en résulte, c'est quand même que ce facteur peut avoir une importance. On l'a vu l'an dernier avec les Chiefs qui avaient battu les Dolphins dans un froid absolument glacial. On l'a encore cette année avec les Texans. Houston, c'est une équipe qui est habituée à jouer dans un état considéré comme chaud, le Texas, qui est habitué à jouer dans un dôme, et qui est dans sa division habitué à aller jouer à Jacksonville, qui est pas la ville la plus froide du pays, qui est habitué à aller jouer du côté de Nashville, du côté d'Indianapolis, là aussi dans un dôme. Bref, ça reste une ville, des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'évoluer à -15 degrés. Ah tout à fait. Là, ce facteur-là, de toute façon, pour moi, ça va être pratiquement primordial, et c'est ce qui risque de faire aussi basculer le match, parce qu'au-delà du talent pur intrinsèque de chaque joueur, au final, ce qui va se passer, c'est que même si la franchise des Chiefs est un peu en dedans
au niveau de son volume de jeu, au niveau du talent, l'aspect météorologique risque à un moment donné de prendre le pas et de faire en sorte que ce qui était moyen moins devient moyen moins parce que on ne peut pas avoir la bonne passe, le ballon glisse, le coureur glisse également au niveau de ses appuis et donc vu que ça se joue sur un fil très très fin au niveau de la qualification pour les Texans, malheureusement, ces effets climatiques risquent de les empêcher de pouvoir passer à l'étape supérieure à la fin du match. Donc ça peut augmenter aussi le risque de blessure, ça d'un côté comme de l'autre, mais malheureusement, des fois avec le froid, ça peut augmenter aussi le risque de choc et de blessure. En tout cas, restez avec nous parce que vous allez le voir dans ce Divisional Round, cette météo à Kansas City n'est pas la pire du week-end. Donc, je vous en dis pas plus. Non, mais oula, il y a bien pire que ça. Oulala, moins 15, ça semblera presque de la rigolade. Faudrait pas... Ouais, c'est clair. Bon. En tout cas, ce qu'on peut rajouter, c'est que globalement, l'effectif des Chiefs est pratiquement complet, puisque de toute manière, les absences à la réception ont été comblées durant l'intersaison en faisant venir, je retrouve plus le nom, DeAndre Hopkins, pardon. Voilà, et avec le retour de Hollywood Brown, donc en soi, pas d'absence majeure. Et du côté des Texans, c'est ce que je regardais aussi, je faisais un petit tour. À part Stephen Diggs, mais Stephen Diggs, on sait aussi que de sa manière dont se passe sa carrière, et en tout cas qui n'est pas du mieux. On a beaucoup de joueurs, par contre, qui sont questionable. Alors, veut dire qu'ils seront présents, mais globalement, ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas foncièrement à 100% pour démarrer un match. Et ça, c'est plutôt aussi un élément, je veux dire, qui peut être déterminant au moment du match. Donc, c'est vrai que le côté favori du match, le côté météo, le côté les joueurs ne sont pas tous 100%, avec d'autres côtés ils le sont, le côté expérience, c'est vrai que ça fait pencher quand même la balance fortement du côté d'une victoire des Chiefs. Donc pour toi, victoire des Chiefs sans trop de doute. Allez, Alors, on va jouer à la bookmaker. Les bookmakers donnent 8,5 points d'écart entre les deux équipes. Est-ce que tu vois Houston perdre de plus ou moins de 8 points? Ouais, je dirais que franchement, c'est la bonne moyenne parce que, je répète bien, les Chiefs sont dans la maîtrise de leur match, toujours dans la maîtrise de leur match. C'est-à-dire que ça n'explose pas l'adversaire complètement, mais ça fait en sorte de toute façon, quoi qu'il arrive, avec un écart d'une dizaine de points, on va dire globalement, de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas dans le match. Ça, c'est complètement différent. Et donc, entre guillemets, de vous dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez l'impression d'être à un touchdown d'écart, mais vous n'y arriverez pas, parce qu'on a tellement d'expérience, on est tellement fort, que vous n'y arriverez pas, de toute façon. Donc, abandonnez et laissez-nous passer tranquillement. C'est un peu ça. Alors, quand je dis malheureusement tout à l'heure, c'est pas pour dire je ne veux pas que les Chiefs passent, parce que je n'ai aucune parti pris sur aucune équipe, simplement malheureusement pour les Texans, puisque là pour le coup c'est vraiment en plus la vérité. On a pour le coup aucun parti pris. Souvent on nous a taxé d'être anti-Chiefs, ce qui est complètement faux. On n'a rien du tout contre les Chiefs. Et alors vous pourriez lire les dizaines de pages de notre Discord interne pour voir que il n'y a jamais eu une once de haine envers les Chiefs de Kansas City. On a même maintenant deux de nos collaborateurs qui sont même des fans des Chiefs. Donc comme quoi, hein, on n'a aucun mal. Et les Texans non plus. On a beaucoup de Texans aussi. D'ailleurs, on a beaucoup de fans de Houston qui nous suivent et on en est très heureux. Voilà. On répond aux quotas qui nous sont demandés au niveau des fans, de la fanbase. Voilà. Bientôt, il ne nous manque plus qu'un fan des Colts et des Browns. Voilà. Et puis on les trouve. On salue Edo des Mousquetaires qui est fan des Colts. Voilà, ça en fait déjà. C'est déjà ça de prix. Et puis on salue Marc-Angelo Souma qui est fan des Browns, me semble-t-il. Comme ça, au moins, ce sera. Comme ça, au moins, les deux sont. Les deux sont comblés. On les invitera au besoin quand ils seront en playoff. Deuxième match de ce Divisional Round. Alors, pour l'instant, Seb n'arrive pas à se reconnecter, donc on va continuer avec Bertrand. S'il y arrive d'ici la fin de l'émission, vous inquiétez pas, ça ne change rien. De toute façon, moi, mes collaborateurs travaillent toujours d'arrache-pied, donc ils ont préparé toutes les questions. Donc c'est ça qui est fantastique. Nous sommes interchangeables, c'est ça qui est beau. Mon cher Bertrand, on va donc du côté de Détroit. On s'envole vers l'autre first seed. On a fait le first seed AFC, allons voir le first seed NFC. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Les Lions de Détroit qui rentrent donc en compétition face aux Washington Commanders. Des Lions qui, déjà, si on nous avait dit il y a 3 ans que les Lions et les Commanders seraient en divisional round de playoff NFL, il n'y a pas grand monde qui l'aurait cru. Alors,
Les autres- Ah non, 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 non. Globalement, c'est sûr que les Commanders reviennent de loin et les Lions, c'était en construction Ouais, progressive, ils ont on mis va du temps dire. à se Donc, construire. c'est sûr que c'est... Oui, et puis surtout, c'était un grand, grand pas en avant de dire que ça sentait le divisional très Ouais, ça, rapidement. Ça, c'est certain. c'était pas gagné tout de suite, ça c'est absolument certain. Alors, tentative de connexion avec Seb. Est-ce que vous nous entendez du côté de Pékin? Allô, Oui. Cognac G, est-ce que vous me recevez? Voilà. Ah, il est de De retour. Oui, retour. tout à fait. Alors, je ne vais pas. En fait, sa connexion, c'est comme les 49ers, ça se Ah non, qualifie mais pas en ma playoff. connexion, elle va très bien, monsieur Bertrand, mais moi, je ne suis pas un nanti de New York, voyez-vous, je suis un modeste Californien et je travaille avec un PC qui a dû être construit sous Louis XIV. Donc, du coup, de temps en temps, il y Non, a des petits s'il coups fait... des petits coups de faiblesse, hein, voilà. T'as un PC de l'époque Woodstock, J'ai toi. un T'as un PC PC des made Baba in Cool. Woodstock, si tu veux. Et voilà, des fois, il a des petits coups de mou. Bon, ben c'était un soir Et sans, oui, parce voilà. qu'il faut rappeler que The Free Agent a été racheté par Move Up Media, mais qu'on n'est pas encore équipé en ordinateur, hein, par la Voilà. nouvelle boîte. Donc voilà. Ah, écoute, le patron, il va au Brésil, on peut pas payer les ordinateurs aux consultants. Il y a des choix budgétaires Il y à a des faire dans la vie d'une entreprise. il y a des priorités, il y a des priorités et on voit où elles sont placées. Clairement pas sur l'ordinateur de Seb. Donc voilà, c'est comme ça que voulez-vous qu'on vous dise. Bon, on va profiter de toi, mon Seb, pendant que t'es là, avant que tu Oui. nous requittes peut-être, allons savoir. Parce qu'on sait pas, rien n'est acquis dans la vie. Allons savoir. On parlait donc des... Tiens, bah donne-nous juste vite fait ton pronostic pour les Chiefs et les Texans, puisqu'on vient tout juste de finir ce match-là. Ah là 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 là. La logique veut que ce soit Kansas City. La logique veut que ce soit Kansas City. Ça serait l'upset de la décennie si Houston l'emporte. Moi, j'ai peur qu'ils soient un peu trop justes. On parlait donc, on commençait à parler des Lions face aux Commanders et je disais à Bertrand que si on nous avait dit il y a 3 ans que les Lions et les Commanders seraient en divisional round, qui l'aurait cru? Mais Pas nous, en tout cas. Pas nous. certainement pas. Même si il y a 3 ans, 3 saisons de ça, c'était encore Non, non. beaucoup trop loin. C'est il y a 2 ans qu'il y a commencé à avoir un frémissement du côté de Détroit et puis frémissement qui s'est transformé en tsunami, hein, en vague de submersion, en tremblement de terre, même, n'ayons pas peur de le dire. Mais c'est vrai que oui, il y a 3 saisons de cela. C'est une affiche qui ne faisait pas rêver, hein, soyons clairs. Non, Sur le c'était le genre papier. d'affiche à 19h que tu voyais pas dans le red zone, tu vois. Ah ouais, que t'avais pas envie de voir de toute façon. Soyons assez clairs sur ce point-là. Non, c'est Et, pas... Ah, c'est sûr. et là, vraiment, du coup, mais c'est la preuve que tout va très vite. Tu sais, je parle souvent dans le sport du long terme qui n'est pas le long terme dans la vie commune. Et on se rend compte que 3 saisons, mais on a l'impression que c'est la préhistoire, en fait. C'est très loin, du moins que c'est l'histoire, parce que effectivement, ces 2 équipes ne prétendaient pas à un tel niveau à ce moment-là, ne prétendaient pas à un tel niveau de jeu non plus à ce moment-là. Et du coup, on a une affiche qui est particulièrement alléchante pour ce match. On a notamment une attaque des Lions de Détroit, Bertrand, qui est fantastique. On va pas, ça part de partout, que ce soit en réception avec Amon-Ra St. Brown, avec Sam Laporta, avec des dizaines de joueurs, que ce soit aussi à la course avec Jahmyr Gibbs et David Montgomery qui va revenir pour le match, pour ce match, alors qu'on pensait possiblement qu'il ne reviendrait pas de cette saison 2024. Il sera bien présent. Donc on retrouve un véritable monstre à 2 têtes au niveau du jeu de course des Lions, où la tâche va être ardue pour les Commanders pour arrêter cette attaque pléthorique. Alors, la tâche va être ardue, mais après, je développerai vis-à-vis des Commanders pourquoi je dirais que également rien n'est impossible, entre guillemets. De toute façon, dans un match NFL, rien n'est surtout impossible. en playoff. Mais c'est surtout le style de jeu des Commanders qui fait que la tâche ne sera pas aussi impossible que ça. Parce que je pense qu'effectivement, un jeu de conservatisme, un jeu beaucoup trop rigoureux de la part de l'adversaire des Lions ferait que les Lions pourraient s'éclater beaucoup plus si en face, il n'y a pas le répondant. Là, on a une équipe de Washington, qui par intermédiaire de Jayden Daniels, rookie, qui réussit plutôt bien. D'ailleurs, tant qu'on a la connexion de Seb, je laisserai avancer sur tout ce qui est statistique par rapport à ce match-là. Mais on a quand même, du côté des Commanders, une équipe qui aura quand même du répondant en soi. On l'a vu. Des réceptions spectaculaires avec Scary Terry McLaurin, un Zach Ertz avec qui il se connecte. Mais si je reviens sur les Lions, c'est pour ça que je mettais en parallèle.
on a quand même une équipe qui, je pense, on va pas se retrouver avec un blowout complet à 45 points et les Commanders qui ne savent pas répondre. Ou alors, le match sera très mal préparé par les Commanders. Mais les Commanders, ils ont réussi à passer cette étape où Cliff Kingsbury, leur coordinateur offensif, prépare très bien son équipe. En défense, également, le coordinateur défensif fait un très bon travail avec les joueurs qu'il a et Bobby Wagner, les anciens. Et Dan Quinn amène tout son savoir et toute sa connaissance au niveau expérience, au niveau du head coaching. Donc, on a une équipe des Lions qui va devoir s'employer, je pense, plus qu'on ne le croit, même si les Commanders viennent du wildcard, pour pouvoir passer ce tour de playoff. Et surtout, ça ne sera pas aussi facile que ça. Alors maintenant, oui, pléthore de très bons joueurs chez les Lions. Si Seb a du matos à nous donner en termes de statistiques, évidemment, entre Amon-Ra Samron, Sam Laporta, comment on appelle ça, Tim Patrick qui revit après son passage à Denver. Globalement, oui, on a un Dan Campbell qui manage très bien. Et on a un Ben équipe. Johnson Ça. en coordinateur offensif. Et un Ben Johnson. Qui n'est pas piqué des hannetons non plus. Et notre ami Aaron Glenn du côté de la défense, qui est pas le dernier peintre de l'année non plus. Et Ben Johnson qui ne s'est pas piqué comme l'illustre Ben Johnson qui s'était dopé à Séoul. C'est pas le même. Alors ça, c'est pour les plus jeunes, hein, les Jeux Olympiques de Séoul, tout ça. Bref, vous chercherez dans vos livres d'histoire. Ça fera pas de mal de les ouvrir. Cherchez au-dessus de l'étagère de mamie, dépoussiérez un peu le livre d'histoire, vous allez trouver le JO de Séoul. Vous en faites pas, ça se trouve facilement. Mon cher Seb, on a un talon d'Achille chez les Lions, et c'est peut-être un petit peu étonnant, enfin étonnant non, parce que c'était déjà celui de la saison dernière, c'est leur backfield défensif qui est quand même 30e en nombre de yards concédés à la passe. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même des noms qui sont pas des perdreaux de l'année. Brian Branch est un joueur de talent. Kirby Joseph fait une très bonne saison avec les Lions, et pourtant l'ensemble de ce backfield continue à prendre des camions de yards. Ça prend des camions de yards, mais dans l'ensemble, ça tient quand même, parce que si ce backfield, il est 30e NFL, l'attaque contre le sol, elle, est 5e, et puis en termes de points marqués, c'est une attaque qui est classée 7e, donc qui est top 10 NFL. Alors, on pourrait trouver ça paradoxal, mais c'est aussi le signe d'une attaque qui plie, mais qui ne rompt pas, pour reprendre un cliché éculé du sport et de la poésie française. Et puis, vous pouvez trouver dans le même livre d'histoire que le JO de Séoul. Voilà, vous le trouverez dans le même livre d'histoire. Et c'est également une défense qui a subi un nombre insensé de blessures et qui, malgré tout, est encore présente et est encore là. Et tu parlais des qualités de management, Bertrand, de Dan Campbell. C'est effectivement là qu'on les voit. Parce que je crois qu'à un moment, il y a eu plus de 20 joueurs qui étaient sur la liste des blessés. Enfin, et ça touchait toute la défense en plus. Et c'était toute la défense. Ligne, tout, il y avait tout. Et d'ailleurs, on a vu que avec le retour d'Alexandre Zalone la semaine dernière, il a quand même été d'un très très grand secours dans la victoire contre Minnesota. Et la semaine dernière, pardon. Il y a 2 semaines de ça, en week 18, il a été d'un très très grand secours dans la victoire contre Minnesota. Donc, j'en suis presque à me demander si cet empilement de blessures, ça devient vraiment un facteur, parce que ça a tenu le coup jusqu'ici. Pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas? Et on parlait de la machine qui était devenue les Lions. Je vous ai dit 7e défense, mais première attaque, messieurs, on va quand même rappeler les chiffres. 33,2 points marqués par match. Moi, j'appelle ça un rouleau compresseur. Et puis, vous avez le retour de la doublette, le one-two punch au sol, avec Jahmyr Gibbs, 1412 yards, 16 touchdowns, leader de la NFL. Il n'est pas seul, leader au sol, ils sont plusieurs. On va en reparler un petit peu plus loin. Et David Montgomery, 775 yards, mais en 14 matchs seulement, et 12 touchdowns. 2 joueurs au profil complètement différent, l'un particulièrement mobile et agile, l'autre très très puissant, et qui est vraiment un running back qui rentre dedans.
Et c'est cette. Il y en a un qui attaque plein centre et l'autre qui attaque sur le côté, quoi. Mais exactement. Voilà, tu en as un qui est particulièrement véloce et athlétique, et l'autre qui est une espèce de boule de bowling qui baisse les épaules et qui rentre dans les linebackers adverses. Et ce duo one-two punch, il est absolument redoutable. Et se dire qu'il revient là, pile au bon moment, je serais la défense de Washington, je me ferais un petit peu de soucis quand même. Et juste pour t'interrompre, après je te laisse continuer, et sachant qu'en plus, moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est que même quand il était absent, Jahmyr Gibbs continue à performer, la ligne arrive à lui ouvrir des brèches, il faisait un nombre incalculable de courses, et ça a continué à avoir les mêmes résultats sans baisser de niveau. Et ça, pour le coup, moi, ça m'a bluffé. Parce que là, je me suis dit, quand Montgomery était absent, j'ai dit, l'autre partie de saison, au moment où il n'était pas là, ce serait beaucoup plus complexe. On n'a même pas vu. En fait, voilà, on aurait pu penser qu'il allait falloir s'adapter, et puis en fait, ben non, ça n'a pas été utile. Ils ont continué très exactement avec le même schéma de jeu. Et puis, je me dis aussi autre chose. On parlait à l'instant du coordinateur offensif Ben Johnson. S'il a décidé d'ouvrir un petit peu plus encore le cahier de jeu pour les playoffs, sachant quand même qu'en matière de trick play et autres billevesées et ruse roublarde, il se pose quand même là. Ça risque d'être quelque chose. Hein. Attendez-vous à de la double reverse flip flicker ou à des choses comme ça. Ça pourrait pulser. Ouais, on va se faire une fili Détroit, tu sais. C'est sûr qu'il y a certains joueurs de ligne offensive qui ont touché des ballons dans la end zone. Hein, non, mais eux, ils sont capables de tout. Ils ont même fait, je sais plus contre. Ils ont fait une feinte de fumble. C'était il y a 3 ou 4 semaines. Il y a 3 ou 4 semaines, ils ont fait une feinte de fumble. Mais comment t'as l'idée de faire ça? Bref. Et puis des fois, il y a Jared Goff qui vend tellement bien ses play action que les défenseurs lui foncent dedans, et alors qu'il a déjà plus le ballon. Ça, c'est vraiment une de ses forces. Il joue le ride le plus. C'est-à-dire le ride, c'est le fait de laisser la main sur le ballon entre les bras du running back. Il le garde le plus longtemps possible comme ça. Enfin, c'est admirable la façon dont il le fait. C'est une des forces de Jared Goff, qui en a d'autres, mais c'en est une des siennes. Les Commanders, quelque part, ils ont un avantage dans ce match-là, Bertrand, c'est que ça aussi, c'est un grand poncif du sport, mais ils ont rien à perdre. Ils arrivent avec le statut, à la rigueur, ils prennent une doudoune, personne ne leur en voudra. Là, voilà, ils sont tête de série numéro 6. Ils s'étaient peut-être même pas programmés pour être en play-off cette saison. C'était censé être une étape de reconstruction. Il y avait un nouveau coach, il y avait un nouveau quarterback qui arrivait. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément l'expérience des playoffs. Quand tu prends l'effectif des Commanders, il n'y en a pas beaucoup qui ont joué des dizaines de matchs de playoffs. Il faut rappeler que la dernière victoire en playoff de la franchise, c'était il y a 19 ans, quand même, hein, avant celle de ce week-end. Donc, autant dire que Jayden Daniels c'est à peine né. C'est vous dire l'idée, quoi. Donc, voilà, il y a ce contexte-là où c'est une équipe en construction, et allons-y, jouons, on n'a rien à perdre. Ah mais tout à fait. Et de toute façon, n'oublions pas une chose, c'est le mojo d'une équipe. Durant toute la saison, il y a eu des victoires de la part de Washington qui ont été sur le fil, voire des victoires spectaculaires. On se souvient d'une dernière passe qui passe où un défenseur réussit à la prendre, je ne sais plus à quelle semaine et quelle équipe. C'était contre les Bears. Voilà. La mérite de Jayden Daniels. Tout compte fait, il la relâche, le ballon arrive miraculeusement dans les mains, et ces moments-là, on a beau dire ce qu'on veut, ça forge aussi l'équipe, et ça forge aussi le reste de ta saison. Et puis au moment où tu vas arriver si tu as un peu de chance, dans les moments de play-off qui vont compter. Bien, comme tu as dit, ils n'ont rien à perdre, ils peuvent s'attaquer à ce match en se disant, de toute façon, notre parcours, il est très beau. Mais au-delà de se dire qu'il est très beau, ils ont aussi, comme je disais tout à l'heure, le staff nécessaire en termes d'expérience, entre Cliff Kingsbury, Dan Quinn et le coordinateur défensif, dont je n'ai pas le nom, mais je vous laisse regarder, pour pouvoir, en tout cas, faire en sorte que l'équipe soit équilibrée et attaque de la meilleure des façons ce match, tout du moins pour se donner une chance de gagner. Sachant que, en termes également d'absence et de présence, on n'a pas
une équipe qui est décimée par les blessures. Ça, c'est important aussi pour la plupart des joueurs. Et tout le monde arrive, on va dire, entre guillemets, en bonne forme et avec surtout des éléments d'expérience. Et ça, c'est important. La franchise de Washington a bien travaillé là-dessus en mettant un Bobby Wagner dans la colonne vertébrale de l'équipe au niveau de la défense pour apporter toute son expérience et tout du moins mener à bien toute cette équipe, cette escouade défensive, ou alors de l'autre côté un Zach Ertz qui lui de son côté va permettre aussi de dire aux plus jeunes, en tout cas dans les moments chauds, de ne pas trop s'énerver, s'exciter et de perdre la raison si le match devait leur échapper à un moment donné. Si je dis pas de bêtises, le coordinateur défensif des Commanders, c'est Joe Witt, non? Bon, bref, on va je vais vérifier, mais je vais vérifier. Bon, bref. Tu veux, je regarde. Oui, Voilà, je te confirme, c'est Joe Witt. Voilà. Donc, voilà, comme ça, la fiche est complète. On a quand même, Seb, un Jayden Daniels qui, dans son match de playoff, son tout premier, on sait que c'est important l'expérience en playoff, a été assez impressionnant. On en a parlé dans le débrief la dernière fois. Des 4e tentatives réussies, des courses qu'il a su prendre, et on sait que c'est l'une de ses forces. Hein, c'est un vrai quarterback double menace. Il a réussi à prendre des courses décisives contre la défense de Tampa Bay. Est-ce que tu le penses capable de pouvoir encore augmenter son niveau de jeu et profiter de sa connexion avec Terry McLaurin, mais aussi de ses jambes pour pouvoir réussir, là aussi, on parlait de l'exploit possible des Texans, mais ce qui serait un exploit monumental pour les Commanders? Alors, une chose est certaine, je pense que Jayden Daniels, il y a quelque chose qu'il n'a pas appris à la faculté, c'est la signification du mot pression. Parce qu'on a l'impression... Il n'a pas pris la protection non plus, hein, parce que vu comment il court des fois... Oui, et encore, c'était plus prégnant encore en début de saison. Ouais, enfin, il y a eu une ou deux courses contre les Buccaneers où il y va la tête en avant, j'ai eu peur quand même. Hein. Je me suis dit, il recommence. Voilà, c'est vraiment, il joue sans aucun complexe. Il sait battre le blitz. Il a un QB rating de 90.3 contre le blitz. Il est premier NFL. Et en fait, c'est cette capacité à ignorer la pression adverse qui lui ouvre d'une part des lignes de passe profondes et également des lignes de course. Et il est quand même entouré, malgré ce que l'on peut dire, parce que Terry McLaurin a une fois de plus très bien performé cette saison, 1096 yards et 13 touchdowns. Le running back Brian Robinson Jr. qui fait une saison à 799 yards. Et puis, il y a Diami Brown qui a brillé lors du tour précédent contre Tampa. 5 réceptions, 89 yards et un TD. Il commence à s'affirmer comme un véritable numéro 2. Il y a de l'expérience au poste de tight end avec Zach Ertz. Et il y a de l'expérience au poste de tight end, voilà, avec Zach Ertz. C'est vrai que, alors, Zach Ertz, sans lui faire c'est plus Zach Ertz d'il y a 3-4 ans, mais ça voilà, reste... il a 34 ans, mais il apporte quand même 650 yards, 654 yards pour être précis, et 7 touchdowns, hein, c'est quand même pas rien. Et il monte en puissance sur la fin de saison, hein, en plus. Et il monte en puissance sur la fin de saison. Tu as raison de le préciser. Ça reste un joueur avec lequel il faut compter. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est quand même cette défense qui est classée 18e en matière de scoring. Alors certes, 3e contre la passe, mais 30e contre la course. Et ça, avec la doublette dont on a parlé tout à l'heure, il risque de le sentir passer assez rapidement. Et puis contre... Ça va finir comme Baltimore la semaine dernière avec 299 yards au sol. Et c'est une défense la semaine dernière contre Tampa qui a quand même encaissé 20 points, qui encaisse 284 total yards, dont 183 par les airs, qui n'a fait qu'un seul sac sur Baker Mayfield et qui n'a pas provoqué d'interception. Et c'est ce point-là qui m'effraie. J'ai peur qu'il n'ait pas les épaules encore pour tenir le choc face à des Lions qui ont l'habitude en plus de faire mal à la tête de leurs adversaires. Parlez-en aux Vikings, hein, quand même, qui avait une satanée gueule de bois contre les Rams. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. C'est très dur physiquement de jouer contre Détroit. Voilà, c'est particulièrement dur. J'ai confiance en Jayden Daniels pour ne pas faire un mauvais match,
mais je ne sais pas si l'intégralité du club suivra. Et surtout, si jamais l'écart devenait important, est-ce que Daniels ne va pas se sentir obligé de courir après le score et de faire les erreurs de rookie qu'il a quand même relativement évité jusqu'ici? C'est un risque effectivement de le voir peut-être forcer des choses, forcer certains jeux pour essayer de redevenir le héros de la franchise. Bon, ça reste encore une fois un match qui sur le papier est je crois le plus déséquilibré de cette semaine. Hein. Les bookmakers donnent 10 points d'avance aux Lions de Détroit. Voilà, bon, instant pronostic quand même. Bertrand, on va faire comme tout à l'heure. Le vainqueur, et tu me dis si tu les vois gagner de plus ou moins 10 points, puisque c'est l'écart donné par les bookmakers. Globalement, de toute façon, en wildcard, on avait plus de possibilités de trouver des petites surprises sur un ou deux matchs. Là, on commence à être quand même, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que les Lions au Ford Field, vu le niveau impressionnant qu'ils ont montré toute la saison. Alors après, on ne sait jamais, l'histoire des playoffs, un moment de panique. Je ne t'ai pas demandé s'ils allaient paniquer ou pas, je t'ai demandé qui allait gagner. Voilà, mais en tout cas, tout simplement pour dire qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver sur un match. Le monsieur qui veut remplir son bulletin de Paris va pas dire on ne sait jamais, c'est les playoffs. On lui a demandé de choisir. Et globalement, les Lions, c'est après au niveau des points d'écart, je pense avec plus de 10 Lions points avec plus de 10 points. Bon, c'est même question. Lions ou Commanders, c'est plus ou moins de 10 points. Même réponse, c'est Lions de plus de 10 points. Lions de plus de 10 points. Très bien. Impeccable. Bon, il faut rappeler juste dernière petite stat que les Lions, sur les 2 matchs qu'ils ont perdus dans cette saison NFL, les 2, c'était au Ford Field, contre les Buccaneers dans un match défensif, 20-16, et contre les Bills, on s'en rappelle, un match là pour le coup complètement offensif. Je crois que c'était 48-42 ou quelque chose comme ça, entre les deux équipes. Bref, un festival offensif. On passe à la journée de dimanche avec le deuxième match de cette conférence NFC. Il sera à 21h en prime time en France. Il sera commenté là aussi sur Twitch, sur TikTok et sur YouTube par les équipes de TFA. C'est le duel entre les Eagles de Philadelphie et les Rams de Los Angeles. Des Rams de Los Angeles, alors on n'a pas parlé de leur match dans le débrief puisqu'ils n'étaient pas encore joués contre les Vikings. Des Rams, Seb, qui semblent quand même monter en puissance sur ces derniers temps avec un Sean McVay qui trouve toujours la solution en play-off. On avait dit qu'il serait pas marrant à jouer en play-off. Ah ça, on avait prévenu. On avait prévenu. On n'a pas toujours été bon dans les pronostics, mais celui-là, on l'avait dit. Voilà, vu la façon dont leur saison s'est déroulée, une fois de plus, avec des creux et des pics, on avait dit que les Rams, ça serait pas l'équipe cadeau pour ceux qui les tireraient en play-off. Hein. Pour mémoire, c'est une équipe qui avait très très mal commencé. Hein. Ils ont quand même commencé 0-2 pour se retrouver 1-4 à un moment avant leur bye week. Et puis, ils ont construit un momentum avec 3 victoires de suite, dont une en overtime contre les Seahawks qui leur permet de passer à une fiche neutre 4-4. Ça replonge derrière contre Miami. Et puis, il va y avoir une petite période de doute, une victoire contre New England, une défaite contre Philadelphie, assez lourde, 20-37. Et puis ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée contre les Saints, les Bills, les 49ers, les Jets, les Cardinals, grands rivaux de division. Et pour finir, par accrocher la tête de la NFC West et se retrouver face à des Minnesota Vikings qui la semaine d'avant étaient des contenders au first seed, avant de se faire, comment dire. Alors, je suis désolé, j'ai un excellent ami, Fred, si tu m'écoutes, ne m'en veux pas, qui est fan des Vikings depuis, je vais pas dire depuis qu'il est tout petit, mais pas loin, mais des Vikings qui se sont fait poutrer par les Lions, il n'y a pas d'autre terme, ça a été un match à sens unique. Par les Lions et par les Rams. Et donc, pour ensuite, voilà, reprendre la même contre les Rams, très certainement, alors d'une part, des séquelles de l'affrontement contre Détroit, puisque on le sait, toutes les équipes qui ont affronté les Lions cette saison ont perdu leur match suivant. C'est une équipe qui fait très très mal. Et puis, on a vu également Sean McVay, en fait, se jouer de Sam Darnold comme d'un rookie. C'est-à-dire qu'il a amené la pression, il a rushé énormément. Il y a
9 sacs, je crois, si 9 ma sacs. mémoire est bonne. 9 sacs Sur, record ça. all-time sur un match de play-off. Ouais. et bilan, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Darnold, qui a quelques années de NFL derrière lui, certes, mais peu de matchs comme titulaire, finalement, eh ben, Et il peu est de matchs de redevenu play-off aussi, d'ailleurs. et peu de matchs playoff, et ben sur ce match, et ben il est redevenu le Sam Darnold qu'on connaissait, c'est-à-dire dépassé par la situation, des lancers peu assurés, et, et le résultat a été, eh ben, on a tous vu quel a été le résultat final 27-9. de ce match, 27-9, un score absolument sans appel, une déception certainement terrible pour les Vikings et pour leurs fans, mais la confirmation que Sean McVay, je vais dire, trouve toujours la solution, mais du moins a toujours une réponse à tous les défis qui peuvent se poser devant lui. Parce que quand on regarde les deux fiches des clubs respectifs, a priori sur le papier, c'était déséquilibré. Sauf que nos amis californiens ont su jouer le coup exactement comme il le fallait. Et pour ça, ils se sont appuyés sur leur ligne défensive. Kobe Turner, Brandon Friske, Brian Young, Jared Verse et tous Marque ces même un jeunes touchdown, Jared Verse. qui marquent même un touchdown, qui a réalisé 11 plaquages pour perte cette saison et généré 50 pressions. Ils ont un groupe de jeunes défenseurs qui est particulièrement intéressant à voir évoluer. Et la clé pour les Rams, elle est peut-être là. Oui, alors on a une défense qui a beaucoup progressé pour les Rams dans la fin de la saison. Il y a eu des matchs étriqués, je pense à celui je crois que c'était face aux Bears, où ça se finit sur un score. T'en avais pas un match face aux Bears en fin de saison, si j'ai pas de bêtises. Non, c'était pas, Non. pas Chicago. Les C'était Bears, qui a eu 12-9 ou 9-6 c'est contre Arizona, qui est un contre très... Arizona. Ouais, Voilà. en week 17. C'est ça, en fin de saison. Enfin, il y a eu beaucoup de succès où ça s'est reposé finalement en fin de saison davantage sur la défense. Et ils en auront besoin. Ils en auront besoin parce que on va rappeler, et Seb en a parlé de ce match qu'il y a eu pendant la saison régulière. On sait que c'est toujours différent en saison régulière playoff, mais il y a eu quand même ce match 37-20 pour Philadelphie. Et surtout, mon cher Bertrand, surtout, toi ça va t'intéresser parce que tu connais bien le bonhomme, avec un Saquon Barkley qui a fini, non mais excusez du peu, à 302 yards de scrimmage, si je dis pas de bêtises, 255 à la course, 47 à la passe, 2 touchdowns, 302 yards de scrimmage contre les Rams. C'est, je crois d'ailleurs son record cette saison, si je dis pas d'ânerie. Enfin, à 302 yards, en même temps, il y a peu de chances que je me trompe. Mais le, la clé, ça va être pour cette défense des Rams de montrer qu'elle a progressé pour pouvoir arrêter notamment Saquon Barkley. Ah bah oui, bah, et puis là, il va falloir passer une autre étape. Si fait Parce 300 que yards, je vous le dis tout de suite, le match il est plié. Ah bah, et puis bon, je vais être beaucoup moins, on va dire, en donnant beaucoup de nuances ou d'hypothétiques sur ce qui pourrait se passer durant ce match-là. Pour moi, je pense que globalement, les Eagles vont imposer vraiment leur style, leur force, enfin tout va être imposé en passant par la défense en elle-même. Donc oui, il va falloir beaucoup plus que la malignité ou la malice, si j'ai envie de dire, de notre ami Sean McVay au-delà de tout ça, parce qu'il ne pourra pas réitérer, on va dire, le fait de jouer sur les faiblesses de son adversaire. Son adversaire est beaucoup plus conservateur dans le jeu, un jeu très simple, une très très grosse défense avec une secondary au niveau des linebackers entre Zach Bond, Jalen Carter, Josh Sweat, Oren Burks et consorts, et surtout donc c'est le milieu de la défense là où les receveurs peuvent jouer en slot receiver ou des choses comme ça, et museler complètement, ce qui vous oblige globalement à devoir faire soit des longues passes derrière le backfield défensif, ou soit tout du moins jouer à la course. Donc au-delà de ça, j'ai peur que la jeunesse de Los Angeles, malgré tout le talent qu'ils peuvent avoir, avec le Matthew Stafford, soit un peu réduit à néant au niveau de leur façon de jouer. En plus, comme on disait, on a un front seven qui est très 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 performant également au niveau du jeu, et Blake Corum, lui de mémoire est blessé, et tout va se jouer avec Karen Williams au niveau qui peut être très performant, mais qui risque à mon avis d'être un peu dépassé par le nombre de snaps qu'il va devoir jouer. Voilà, donc bon an mal an, si on amène tout ça, c'est sûr que il va falloir
pour se donner une chance de se retrouver sur le terrain en attaque du côté des Rams, d'avoir une défense qui réitère une très très grosse performance. Mais au jeu du touche-push, j'ai envie de dire, je sens que les Eagles sont quand même beaucoup plus malins. Oui, on va avoir une vraie guerre possible aussi à la course parce que on a parlé tout à l'heure. T'étais plus là, bon, Seb, t'étais parti vers d'autres contrées, mais on a parlé tout à l'heure du temps à Kansas City, du côté d'Arrowhead avec un possible gel. La météo. Du côté de Philadelphie nous annonce une température avoisinant les 0 degrés et de la pluie et de la neige mêlée pour le match. Alors, la neige qui ne devrait pas tenir sur le terrain, mais n'empêche que ça crée toujours des conditions un peu particulières, avec du vent en plus, des rafales de vent à plus de 50 km/h. Bref, des choses qui généralement ne favorisent pas le jeu de passe. Ça va un petit peu compliquer la donne. Donc, probablement favoriser le jeu de course, et à ce jeu-là, j'ai bien peur que quand même les Eagles aient un sacré avantage. Même si Kyren Williams, ça fait une très bonne saison, hein, on s'entend. Un temps idéal pour jouer au football, j'ai envie de dire, à la fois. C'est ça. Je dirais que le temps et la météo qui va se passer à Philadelphie est à l'image de la franchise de Philadelphie. Et alors, je l'ai pas précisé, mais inutile de le dire que les Rams sont pas les gens les plus habitués à la neige ou à la pluie froide. La Californie plus le jeu en dôme. Hein, ils aimeraient bien avoir un peu de pluie en ce moment du côté de la Californie, mais là, non, c'est pas. Voilà. Malheureusement pour eux, ça n'est pas le cas. Oui, effectivement, d'autant que là, on parle pour Philadelphie, on parle quand même de la deuxième attaque au sol de la ligue, septième en termes de scoring. Ça va très clairement être un point crucial là où nos amis des Rams sont classés 24e au sol. Donc une équipe qui joue en dôme dont le jeu au sol n'est déjà pas particulièrement brillant risque de se retrouver là dans des conditions particulièrement difficiles pour lancer. Il faut rappeler tout de même que les Rams, en revanche, par les airs, sont la 10e attaque aérienne de la ligue en termes de yards gagnés. Mais comme tu l'as précisé lors de ce bulletin météo très complet, ce n'est pas un temps qui va favoriser les attaques verticales. Et à ce jeu-là, en effet, les Eagles sont les plus forts. Saquon Barkley, évidemment, on ne va pas revenir sur cette saison. Si, on va y revenir d'ailleurs. Hein, pour le plaisir. Pour le plaisir. 345 portées, 2005 yards, leader incontesté de la NFL. En 16 matchs. En 16 matchs, 125,3 yards par match. Bon sang de bonsoir au sol. C'est absolument infernal. Mais en plus, tu as un quarterback qui tricote un petit peu des jambes, hein, lui aussi. 630 yards en 150 portées pour Jalen Hurts. Ça risque de faire beaucoup à affronter pour une équipe qui n'est pas habituée à ce type de conditions. Oui, ça va faire beaucoup. Alors, oui, vas-y, mon Bertrand. Si on résume, on est typiquement dans les conditions météorologiques qui vont favoriser un jeu de course où les Eagles sont très forts et vont annihiler le jeu de passe où les Eagles sont très forts en défense de l'autre côté. Bon, je vais autant dire que ça va pas être la fête à Noël pour les Rams. C'est voilà. Bon, bah voilà. Alors, il nous reste à sortir le pronostic, les amis. Alors, je reviens toujours avec mes petits bookmakers. 6 points d'avance pour les Eagles donnés dans ce match-là. Donc, en gros, victoire d'un touchdown ou plus ou pas. On va y aller comme ça. Seb, Eagles ou Rams et victoire de plus ou moins d'un touchdown. Alors, malgré ce que j'ai dit, je ne veux pas non plus totalement jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que du côté des Rams, en attaque, tous leurs titulaires sont en forme. Pukanakua est de retour et les Eagles n'ont pas été particulièrement impressionnants contre les Packers non plus. Ils n'ont pas été particulièrement impressionnants. Leur ligne offensive a été particulièrement impressionnante contre les Packers, mais la production offensive, pas plus que ça. Je laisse Philadelphie vainqueur, mais je reste à un touchdown ou moins d'écart. Je vois bien ça. Très bien. Donc, on va dire moins de 7 points. Quoi. Mon Bertrand, Philadelphie ou... Je suis à l'inverse de Seb, là, complètement, où je pense que Philadelphie va s'imposer grandement et fortement. Ça va faire très, très mal. Et je dis victoire des Eagles avec... C'est parce que tu es fan des Eagles aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça.
parce que je suis objectif. Et d'ailleurs, je voulais juste faire une petite aparté, comme ça les fans des Eagles comprendront qu'on reste, même en étant fan des Giants, on est capable d'avoir de l'objectivité. C'est que je suis même très content pour Saquon Barkley, parce qu'il ne faut pas avoir d'animosité sur les joueurs qui s'en vont, parce que quand on voit ce que ce jeune homme, après les méandres qu'il a pu subir de blessures, est capable de faire aujourd'hui, je dis un grand bravo. Et je suis bien malheureux qu'il n'ait pas pu faire le record cette année, parce qu'il le méritait en Eh bien, personne. chers auditeurs, je peux vous l'annoncer en exclusivité, la semaine prochaine, Bertrand fera une déclaration d'amour à Nick Sirianni. Et alors là, vous n'êtes pas prêts. La réserve pour la preview du Super Bowl. Mais ce que j'aime bien, c'est que Bertrand a utilisé le on du pluriel pour dire nous les fans des Giants on, comme si un de nous était inclus dans l'affaire, alors que Et on en parlera à Yaya, hein, de son amour pour les Eagles. Voilà. soit dit en passant, voilà. Bon, en tout cas, on se permet de saluer Yaya qui est pas avec nous aujourd'hui, mais qui va revenir très très vite. Hein, vous inquiétez pas, dans le podcast, il est juste pas là cette semaine, mais il sera très vite de retour. Dernier match et pas des moindres. Desquels il faut parler peut-être la plus grosse affiche de cette semaine en NFL de ce divisional round, c'est ce choc absolu entre les Bills de Buffalo et les Ravens de Baltimore. Alors, si vous me permettez, vous allez dire que je suis relou avec ma météo, mais je vais commencer par ça, parce que là, il y a météo d'importance. Il va neiger à partir de jeudi sur Buffalo. Normalement, il ne neige plus samedi, mais la neige reprend dans la soirée de dimanche, donc possiblement pendant le match, à l'heure du match. La neige reprend, et alors la température, tenez-vous bien les amis, moins 13 sous abri, moins 24 en ressenti, puisqu'il y a du vent de nord qui soufflera, donc on sera à une ressenti sur le match entre moins 24 et moins 27 degrés ressenti. C'est une température absolument affolante. Alors à Buffalo on est habitué, hein, c'est un vrai avantage du terrain à Buffalo pour le coup. Baltimore joue à l'extérieur, c'est une ville du nord des États-Unis, ils sont habitués à des conditions relativement froides, mais n'empêche que ça reste quand même des conditions particulières, des conditions qui favorisent normalement un jeu de course développé. Autant dire qu'entre Josh Allen d'un côté et Derrick Henry de l'autre, mon Bertrand, on risque de se régaler. Ah bah écoute, tu dis Josh Allen et Derrick Henry, mais je te mettrai Lamar Jackson et James Cook dans le lot. Non, parce que là, ça va se faire plaisir. Hein. Et du Ty Johnson, et du... le match, il risque de vite dérouler parce que ça va courir. Hein. Je vous dis, ça va y aller. Ah bah oui. Alors, c'est ça qui est dommage, parce qu'on a, c'est ce que j'ai metté dans la merveilleuse preview que vous pouvez retrouver. Il va apparaître vendredi. Très bientôt. Oui, il va apparaître vendredi. Voilà, apparaître vendredi. Donc, globalement, on est sur... Preview écrite, oui, bien sûr, évidemment. Et vous pourrez trouver les 3 autres faites par notre serviteur ici, Flav. Il y en aura 2 jeudis de vendredi. Remarquable. Il y aura 2 jeudis de vendredi, donc vous aurez toutes les previews écrites en plus de ce podcast. Voilà, on arrête de se jeter des fleurs maintenant, Flav, et puis on... C'est toi qui les as achetés, moi je l'ai précisé. Oui, c'est vrai. Et donc, l'autre coureur des Baltimore Ravens, je crois que c'est Hill. Son tout prénom, je ne l'ai plus, mais enfin bon. Justice Hill. Voilà. Donc, c'est sûr et certain que, à mon avis, tous ces joueurs-là vont être très sollicités durant ce match-là, parce qu'inévitablement, avec des températures aussi froides, avec du vent, c'est un peu le pendant du match des Eagles, on va avoir un jeu à la passe qui va quand même souffrir, je pense, légèrement de cette situation. Malgré tout, ça reste les points forts ultimes des deux équipes. Et autant vous dire que, pour le coup, que ce soit du Derrick Henry, qui déjà est très performant, il va se faire un malin plaisir de rajouter une couche. Alors, en soi, ce qu'il faut savoir par rapport à ce match-là, et peut-être que Seb va en parler, mais globalement, on est sur 2 équipes qui sont à plus de 30 points de moyenne, un peu à l'instar des Lions, pour le coup, et c'est que la 7e fois qu'il y aura un match-up dans l'histoire de la NFL entre 2 équipes à plus de 30 points de moyenne. Est-ce que, justement, ces conditions climatiques vont créer le fait d'avoir 30 points au minimum? Je pense pas. Moi, à mon avis, ça va être un score assez serré, assez bas, au final, parce que les conditions climatiques vont empêcher de développer du jeu. Au-delà de ça, on a quand même 2 superbes équipes avec 2 quarterbacks
pour le coup, au niveau comme ça, qui sont nommés en tout cas pour le titre de MVP cette année, à plus de 4 milliards pour Lamar Jackson, près de 41 touchdowns de mémoire. Josh Allen, on est aussi dans les mêmes eaux au niveau du nombre de yards et de touchdowns. Globalement, on a un super match. D'ailleurs, est-ce que vous savez si les votes du MVP sont déjà faits? Je suis pas certain. Pour moi, ils se font la semaine. Ils se font de genre la semaine, enfin 2 semaines avant le Super Bowl, la semaine avant le Pro Bowl, parce qu'on sait que c'est jugé que sur la saison régulière. Mais est-ce qu'un match comme ça, ça pourrait influencer quand même la course au MVP, même si ça devrait pas. On sait bien que c'est sur la saison régulière. Mais imaginons que Lamar Jackson gagne, fasse une performance exceptionnelle. Est-ce que ça peut renverser la course au MVP? Ça ne devrait pas entrer en compte, mais dans les faits, ça entrera en compte. La course entre les deux pour le titre de meilleur joueur de la saison est tellement serrée que je n'imagine pas que dans la tête des votants, cet affrontement, un affrontement direct en plus, n'aura pas d'influence. Et puis, surtout que ça voudrait dire que Lamar Jackson aurait gagné les 2 fois contre Buffalo, puisqu'ils sont déjà joués en saison régulière. Attends, une minute. On n'y est pas encore à la victoire de Baltimore à Buffalo. Hein. On va freiner un petit peu parce que certes, Baltimore a gagné le premier match. Ils l'ont gagné d'ailleurs assez largement. Je crois que c'était en week 35-10. 35-10. Mais c'était à Baltimore un dimanche soir. Là, on est à Buffalo. Avec le public de Buffalo, ça va être la nuit de Buffalo. Mais pour reprendre, pour revenir au sujet, oui, ça risque d'avoir une influence. Et puis, je rappelle bien évidemment le théorème de Yaya, une fois de plus, si QBA et QBB s'affrontent dans un match et que QBA gagne, ça veut dire qu'il est meilleur que quarterback B. Je ne vais pas reprendre son... Je vous rappelle que Daniel Jones est un meilleur quarterback que Kirk Cousins. Bon. Yeah. Peut-être que cette saison... Bon, bref, on va pas lancer ce débat-là. Un autre débat pour un autre jour. Mais plus sérieusement, évidemment que cet affrontement direct entre les deux candidats évidents, organiques, au titre de meilleur joueur de la saison, il va avoir une influence. C'est évident. Est-ce que pour toi, Seb, l'équipe qui gagne la bataille de la course gagnera le match? On pourrait être tenté de le penser. On va rappeler un petit peu l'armement de chaque côté. On a pour Baltimore Derrick Henry, 1921 yards, 16 touchdowns, qui va faire face à la 12e défense au sol de la ligue. Et pour Buffalo, on a James Cook, 1009 yards et 16 touchdowns contre la première défense au sol de la ligue. Et le tout avec des quarterbacks dual threat de chaque côté. Baltimore, ils ont été redoutables contre Pittsburgh au tour précédent sur ce qu'on appelle les read plays, c'est-à-dire ce sont des jeux en option lors desquels Lamar Jackson va se tourner vers Derrick Henry, va lire ce qui se passe sur la ligne offensive. S'il voit que ça pénètre, il va garder la balle et courir. Si ça pénètre pas, il va laisser la balle sur le ventre de Derrick Henry. Et ça oblige une défense à rester sur le gros ventre de Derrick Henry. Je dirais plutôt le ventre ventre musclé, le ventre de Derrick Henry. Hein, voilà. Le ventre de buffle. Tu ne parles pas comme ça de mon joueur préféré, Flav. Attention. Non, mais j'ai pas dit qu'il était obèse. je disais juste qu'il avait une musculature assez impressionnante, qu'il prenait de la place. Ouais. Voilà. Et donc, ce type de jeu qu'on appelle au niveau universitaire un jeu d'option, ça oblige une défense en fait à surveiller deux coureurs, Jackson et Henry. Et d'un autre côté, du côté de Buffalo, on a la capacité de scrambler et d'improvisation de Josh Allen. Et sa capacité aussi à trouver la passe longue. Ce qui est également étonnant avec Josh Allen, ce que j'ai trouvé en grattant un peu dans les stats, c'est que malgré son style de jeu, sachez que il a le plus petit ratio de sacs encaissés de la ligue, 2,6%, et il n'a que le deuxième ratio en matière de turnover. Il perd 1,2% de ses ballons, et le tout derrière une offensive line qui est troisième en efficacité de bloc de passe. Donc, en fait, les deux équipes ont vraiment des armes à faire valoir, des armes qui sont complètement différentes, mais qui sont toutes les deux redoutables. Au regard après des conditions climatiques, alors je mets un petit bémol là-dessus.
je suis pas sûr que Buffalo soit tant gêné que ça par le froid, parce que pendant toute la saison à Buffalo, il fait quand même pas chaud, et même si là, il fera pas chaud du tout, c'est des Vraiment pas conditions chaud là. vraiment pas chaud. Moi, je suis content de le regarder depuis mon poste de télé, et pas dans le stade, pour des raisons d'hypothermie, tout simplement. Pour des raisons qu'on a envie de garder nos membres. Hein, Voilà, on a envie de garder nos membres et nos doigts. On n'a pas envie de perdre nos orteils comme dans le nord de la France, en fait. Voilà. Je suis pas sûr que Buffalo soit forcément les plus handicapés par ces conditions. Bertrand. Oui, non, je voulais rajouter que justement, et rebondir sur ce que vient de dire Sam, ne pensant pas peut-être qu'il allait l'aborder, mais oui, c'est vrai que malgré le froid, Josh Allen, il est très habitué, à mon avis, à ces conditions-là. Alors, pas aussi extrêmes parfois, mais malgré tout, il est habitué. Il sera moins gêné dans des passes qui pourraient être déviées par le vent, puisqu'il en a l'habitude. Et surtout, au final, moi, je trouve que par rapport à Josh Allen, qui avait beaucoup d'interceptions les années précédentes, il a mis encore plus de sûreté dans son jeu, il a mis plus encore de précision dans son jeu, et au final, moi je trouve que s'il fait Lamar Jackson a les chiffres avec lui pour le titre de MVP par exemple, je trouve que Josh Allen, lui, a la précision et le fait de s'imposer à chaque match, entre guillemets, et en plus, ce qui rajoute Il va nous énerver Wake. Hein. S'il défend Josh Allen. Il y a Wake que je le vois déjà sauter en allant au collège, là, je le vois déjà sauter dans sa voiture en écoutant le podcast. Ah bah écoute, qu'est-ce que tu tu veux veux, Josh Allen méritait le MVP, là, je crois que je le vois déjà m'envoyer un message. Alors, oui, mais Wake est aveuglé par les chiffres uniquement, alors que nous, on parle de talent individuel. Mais le talent, il a du mal à le trouver chez Patriots. C'est pour ça qu'il ne peut pas savoir ce que c'est. Donc au final, dis le gars voilà. qui défend les Giants. C'est quand même pas faible hein, comme argument. But contre 100 camps et tacle au niveau des genoux, c'est joli. Voilà. La VAR valide, c'est validé par la VAR. Donc au final, ce que je veux dire aussi, c'est que du côté des Bills, il y a eu le souci Stephen Diggs, où il y avait un receveur numéro 1 bien établi. Ça, pour des questions d'ego, ça a posé problème. Se sont débarrassés du joueur. Amari Cooper est arrivé en étant, lui, tout à fait beaucoup plus discret au final, mais sûrement en apportant ce qu'il faut. Et puis, en fait, Josh Allen, il est dans la configuration peut-être qu'il souhaitait enfin avoir, une variété de ses cibles, une variété de distribuer comme il le veut, au final, sans avoir un joueur qui lui dise « il me faut le ballon ». Au final, et peut-être que la réussite commence à venir là, et qu'enfin, ils vont pouvoir accéder à une étape qu'ils attendaient. Oui, n'oublions pas un point, tu as raison de parler du dossier Stephen Diggs. Il faut rappeler qu'en début de saison, à son départ, on était tous persuadés, nous les premiers ici à The Free Agent, qu'il y avait une fenêtre de tir qui s'était refermée pour les Bills, qu'ils avaient laissé passer leur moment, et qu'ils avaient peut-être une période compliquée. Alors pas sombrer dans un abîme béant de médiocrité, non. Parce qu'ils ont les Jets et les Patriots dans leur division. Voilà, parce qu'ils ont une poule qui les sert un petit peu aussi, qui les a encore plus servis avec le gros passage à vide de Miami cette saison. Mais on s'imaginait que voilà, il y avait peut-être une période on va dire, de ventre mou qui s'ouvrait pour eux. Et ben, que nenni, la fenêtre, elle a l'air d'être grande ouverte là. Et maintenant, c'est à eux vraiment de prendre cette opportunité. Une baie vitrée. C'est à eux d'en faire une baie vitrée, exactement, d'en faire une véranda. C'était une chatière, une meurtrière au début de saison. C'était une meurtrière au début de véranda. Mais ça peut se refermer aussi vite que ça s'est rouvert, en l'occurrence. Ils peuvent se reprendre la porte dans la tronche, ça c'est possible aussi. Mais mon cher Bertrand. Et pour finir, désolé si c'est long, mais on prend tellement plaisir à vous développer tous ces... D'ailleurs, on va encore faire 1 heure sur ce match-là. Parce que voilà, c'est ça. Mais pour finir, il y a aussi un élément, par contre, du côté de Baltimore qui pourrait jouer à leur faveur, c'est oui ou non le retour de Zay Flowers, parce que Zay Flowers, ça reste aussi leur receveur numéro 1. Il est en day-to-day évaluation, donc en évaluation au jour le jour pour savoir son retour. Il est passé de out à questionable. Et à partir de là, questionable, ça veut déjà dire des très bonnes nouvelles. Et si lui est là et que malgré tout, il fera peut-être pas tous les snaps, mais il en fait quelques-uns. Généralement, quand on est questionable le mercredi, parce que nous on enregistre le mercredi, c'est plutôt bon signe pour la fin de semaine, généralement. Bon donc au final... Ah, c'est bien. Oui. Donc au final, on va avoir une clé de la réussite du match. C'est sûr.
Seb, tu voulais rajouter un truc, non? Je t'avais vu Je bouger n'avais depuis rien le à début. rajouter, Bertrand. D'accord, très bien. Il y a un point qu'on n'a pas soulevé tout à l'heure aussi, qui peut être intéressant, juste rapidement, c'est qu'on parle souvent de l'attaque au sol, qui est excellente de la part des Ravens. On oublie souvent de parler de leur défense au sol, qui est tout simplement la meilleure de la ligue. 77 yards, Hmm. 2 concédés par match, c'est la meilleure défense en nombre de yards concédés, au sol de toute la NFL. À l'inverse, le backfield défensif est beaucoup plus en difficulté. Est-ce que Buffalo aurait pas un intérêt finalement, je vais pas dire à délaisser le jeu de course, mais à appuyer sur ce talon d'Achille-là? Alors moi en soi, je vais juste faire juste une petite élément là-dessus. A priori, c'est une info que j'ai vu passer aussi. Ils auraient restructuré un peu sur la fin de saison leur schéma de défense entre guillemets parce qu'ils se sont bien rendus compte. Hein, je pense que comme nous, comme tout le monde, ils ont vu les stats au niveau c'est leur métier en même temps. Hein. S'ils y sont pas, personne n'y sera. Mais en même temps, ils ont restructuré un peu leur défense pour éviter que ce soit les grands boulevards derrière. Donc, en soi, à mon avis, globalement, avec repositionnement de joueurs, donc en soi, à mon avis, c'est là que leur réponse va être apportée. Mais ça reste malgré tout une possibilité pour Buffalo de trouver une autre solution si d'aventure, comme tu disais, la défense de Baltimore faisait vraiment la muraille de Chine et empêchait James Cook d'amasser les yards comme il peut le faire d'habitude. Seb, même idée? Même ordre d'idée, oui. Compliqué de savoir. Effectivement, aussi, j'ai lu la même chose que, notamment sur les postes de safety, Baltimore avait un petit peu changé sa mise en place au fur et à mesure de la saison. Mais on en revient un petit peu à ce que je disais en passant en revue les attaques respectives. Buffalo a des arguments à faire valoir sur son jeu de passe, et notamment grâce aux capacités d'improvisation de Josh Allen. Oui, effectivement, exploiter cette faiblesse relative, hein, attention, de la défense aérienne de Baltimore semble être une bonne solution. Mais si ça ne fonctionne pas, le jeu au sol sera-t-il suffisamment costaud pour pouvoir assurer le relais? Ils affrontent quand même une défense qui n'est pas facile. Alors une information juste supplémentaire avant de refermer ce match-là, une information qui est arrivée en fait il y a quelques minutes. Yann Rapoport rapporte donc que Zay Flowers est le seul joueur des Ravens à ne pas s'être entraîné du tout ce mercredi, ce qui là pour le coup est plutôt un mauvais signe pour la participation. S'il avait été limité à l'entraînement, il y avait une chance qu'il puisse jouer. De ne pas s'entraîner du tout le mercredi à 3 jours du match me semble quand même pas un signe très encourageant pour la participation de Zay Flowers à cette rencontre de dimanche. Mais bon, nous verrons un peu plus tard dans la semaine, bien évidemment. Vous serez au courant sur les articles de The Free Agent de la suite de cette affaire Zay Flowers. Les amis, petit tour du côté des bookmakers. Les bookmakers, que nous proposent-ils? Les Ravens favoris. Alors, on va pas s'amuser à jouer au handicap cette fois parce qu'ils sont favoris de 0,5 points. Donc, bon, autant dire, ils gagnent ou ils perdent, quoi. Hein. On va pas se cacher. Il y a un point d'écart pour les bookmakers. C'est quasiment un coin flip, ouais. Mais les Ravens sont légèrement favoris, d'après les bookmakers, alors qu'ils sont à l'extérieur et qu'ils sont tête de série numéro 3 contre la tête de série numéro 2. Bon, c'est l'heure de se mouiller, de se geler, parce que si vous êtes mouillé avec moins 23 degrés, vous avez vite glacé. Mon cher Bertrand, Ravens, Bills, Ravens. Match à domicile pour les Bills. Peut-être Zay Flowers qui est pas là. Et puis c'est l'année des Bills. Dans une configuration où Josh Allen est bien. Je pense qu'aller les Bills avec un touchdown d'écart. Ah, carrément, les Bills moins 7. Alors là, il y a de la grosse cote, là. Il nous l'a gardé pour la fin, celle-là, mais là, là c'est pas rien. Là, c'est pas rien, je vous le dis tout de suite, je m'en étouffe, dis donc. Je m'attendais pas à celle-là. Vous voyez, j'ai pris froid, moi aussi, à Buffalo. Mon cher Seb.
C'est le match le plus serré sur le papier. Baltimore avec 3 touchdowns d'avance. Non. Moi, j'applique, en l'occurrence, sur les matchs qui semblent aussi indécis, j'applique la prime à l'équipe à domicile. Donc, ce sera Buffalo, mais par moins de 7 points. Je dirais 4 non, par points. moins 23. On a dit moins 23. Ah non, là, tu parles des points. Oui, moi, je parle des points. Allez, Buffalo par 4 points. Buffalo par 4 points. C'est précis. Il a même le score, ce sera 21-17. Et voilà. Et là, ça vous en coupe le sifflet. Toujours précis, monsieur, la précision. S'il arrive à nous donner le score exact et la minute du premier touchdown, là, autant vous dire que cet homme lit dans les boules de cristal. Et c'est déjà pas rien. Tant que c'est pas dans les boules de bain. Tant que c'est que du cristal, ça ne concernera pas Deshaun Watson. C'est déjà une bonne chose. Alors, voilà. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Avant ça, on va rappeler le programme du week-end. Samedi, 22h30, les Chiefs contre les Texans, commenté en direct sur la chaîne Twitch de TFA. Soyez avec nous pour vivre ce match. Un bon moment, toujours en discutant dans les commentaires. C'est toujours sympathique. 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera le duel entre les Lions et les Commanders. À 21h, là aussi sur Twitch. Sur le Twitch de TFA, ce sera la rencontre entre les Eagles et les Rams. Et enfin, à minuit et demi, on n'avait pas donné l'heure, minuit et demi dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera la même heure que le Super Bowl. Voilà, minuit et demi. Le match entre les Bills et les Ravens qui vaut là aussi son petit pesant de cacahuètes. Merci Bertrand, merci Seb d'avoir été avec moi. N'oubliez pas d'aller lire les articles sur l'application et le site de TFA et d'aller écouter aussi les podcasts, notamment de nos copains de la NBA, de Chris et Anna qui ont fait un petit podcast sur l'internationalisation de la NBA. C'est à écouter sur les plateformes d'écoute. Ça s'appelle N1. Si vous ne l'avez jamais encore écouté, n'hésitez pas à aller y jeter une petite oreille attentive. Merci Seb, merci Bertrand. On se dit bon week-end, on se dit à samedi pour le match entre les Chiefs et les Texans. Et on se dit à très vite à tous. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. À bientôt, ciao. Ciao, bye.